voici de retour pour cette dernière table ronde de la matinée. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'interface. Nous y répondrons à la fin de cet échange. Un échange consacré aux maîtres d'ouvrage qui ont déjà intégré ou vont intégrer le photovoltaïque dans leur projet immobilier. Pourquoi et comment font-ils le choix du PV et comment les encourager? Réponse en visio, nous avons Emmanuelle Cosse. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Union sociale pour l'habitat et ancienne ministre du Logement et de l'Habitat durable. Vous connaissez très bien ces sujets. Merci d'être avec nous. Franck Charton, à mes côtés, vous êtes délégué général de Périfem, l'association technique du commerce et de la distribution. Bonjour. En visio également, Christophe Boutor, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'AFILOG et président du groupe PANAR. Et avec nous sur ce plateau, Patrick Suppiot, bonjour. Vous êtes directeur général de Vinci Immobilier. Alors merci à tous les quatre d'être avec nous. Comme nous le faisons depuis ce matin, je vous propose de visionner un reportage qui va tout de suite nous faire entrer dans le vif du sujet. Nous sommes allés visiter un magasin qui a déployé une panoplie de solutions innovantes, dont du photovoltaïque, afin d'améliorer sa performance énergétique. Reportage de Baptiste Clark. Ce tout nouveau magasin basé sur la commune de Fenouillet, proche de Toulouse, a été pensé pour réduire au maximum son empreinte environnementale. De la végétation tout autour du bâtiment et aussi sur les façades. Un emplacement derrière le magasin pour 3 ruches, des places de parking qui permettent l'infiltration des eaux de pluie, des stations de recharge gratuites pour véhicules électriques. À l'intérieur, une réflexion a permis de réduire les besoins énergétiques, notamment sur l'éclairage, 100% LED, mais pas seulement. Ici, vous avez le premier magasin de France où l'éclairage est entièrement gradable. L'intensité de l'éclairage varie zone par zone dans le magasin en fonction de l'afflux de clientèle. Ce qui nous permet de faire 40% d'économie sur le poste d'éclairage. Dans le magasin, vous avez environ 150 radars. Et au fur et à mesure que des gens passent dans une certaine zone, les radars captent le flux de clientèle et augmentent l'éclairage. L'éclairage varie entre 30 et 70% de sa puissance nominale. Voilà. Et ceci s'adapte environ toutes les 10 secondes dans chaque zone du magasin. Autre innovation, un régulateur de tension sur l'ensemble du système électrique du magasin. Cette machine abaisse la tension électrique de 10% et donc du coup nous permet de faire 8 à 9% d'économie globale sur la consommation électrique. En fait, pour faire simple, la tension habituelle qui est de 235-240 volts dans une maison standard, ici est abaissée à 210 volts pour l'ensemble des installations électriques du magasin. Moins de voltage, moins de puissance électrique consommée. Concernant le chauffage et la climatisation, un nouveau gaz est en cours d'expérimentation. Nos magasins sont habituellement chauffés, climatisés via un rooftop en toiture. Ici, nous avons également ce type de machine, mais la machine que nous avons sur ce magasin est d'une toute nouvelle génération. C'est une première mondiale. C'est le premier rooftop équipé du gaz R32, nouveau gaz frigorifique, beaucoup moins polluant et beaucoup plus économe. Mais le plus visible, c'est le système de production d'énergie. Ici, nous sommes sur la toiture du magasin qui est entièrement équipée de panneaux photovoltaïques. Nous avons ici 1600 m² de panneaux. L'intégralité de ces panneaux donc, produisent de l'électricité qui est réinjectée en autoconsommation sur le magasin. Il y a aussi 2 grandes ombrières solaires montées sur des structures en bois. Celles-ci produisent de l'électricité qui va être stockée virtuellement. Ces ombrières, elles, donc, vont produire de l'électricité tout au long de la journée, mais vu que nous n'avons pas besoin d'autant d'électricité, nous allons offrir, on va dire, cette électricité à un fournisseur d'énergie qui va lui ensuite la redistribuer à d'autres clients. Et en échange, ce fournisseur, la nuit, quand nous ne produisons pas, va nous rendre la même quantité d'énergie pour alimenter notre magasin, car nous avons des besoins électriques également la nuit, surtout essentiellement au niveau de nos installations frigorifiques et de nos installations de climatisation. Voilà. Et donc le but, c'est que la balance entre ce que l'on offre aux fournisseurs et ce qu'ils nous rendent s'équilibre à zéro. Au final, ce magasin est un démonstrateur pour l'enseigne. Il serait le premier magasin à énergie positive à confirmer sur une année d'exploitation. 500 000 € de surcoût sur une facture totale de 11 millions d'euros pour renvoyer une image plus écologique à des consommateurs de plus en plus attentifs aux enjeux environnementaux. Alors, 1600 m² de panneaux en toiture, des ombrières de parking, c'est un beau projet pour un magasin. Franck Charton, c'est un des membres, c'est un de vos membres, puisque c'est une enseigne de distribution. Qu'est-ce que vous inspire ce projet et à votre avis, qu'est-ce qui l'a poussé à se lancer dans un projet si ambitieux ?
Alors, ce qui pousse aujourd'hui les distributeurs à équiper leurs sites, notamment les nouveaux sites, ce qui est le cas de ce magasin tout récent puisqu'il a été inauguré en début d'année, c'est à la fois une nécessité économique. Et puis, on va le voir, quelques aspects aussi réglementaires qui, sur l'immobilier commercial, nous imposent aujourd'hui d'installer du photovoltaïque. Donc, sur un oui, en schéma effet, vous avez un schéma qui récapitule un petit peu tout ça. On voit que, évidemment, le départ, c'est la nécessité économique. Le coût, la facture énergétique au global, c'est bien sûr la quantité d'énergie fois le coût unitaire. Alors, l'intérêt avec les panneaux photovoltaïques, c'est que c'est un des seuls moyens de baisser le coût unitaire. Et quand on sait que la facture énergétique d'un distributeur alimentaire représente environ 30% de son résultat net, on imagine bien que dans les années à venir, partant du principe que le coût de l'électricité devrait logiquement augmenter pour faire face à tous les investissements qui sont devant nous. On n'a qu'un seul moyen finalement pour maintenir une équation économique correcte, c'est de produire une partie de son électricité. Donc, vous me posez la question, qu'est-ce qui a poussé ce distributeur à installer du PV en toiture? C'est cette première raison économique, d'avoir un prix de l'électricité connu, constant, sur plusieurs années, et qui qui le réassure par rapport à un marché qui peut fluctuer dans les années qui viennent. Et puis le deuxième point, c'est donc toute la ribambelle réglementaire qu'on voit là. Vous êtes fortement Très fortement encouragé, absolument. Très fortement encouragé à le faire. On est encadré et on est encadré par deux lois principalement qui concernent à la fois l'une le neuf, l'autre l'existant. Le premier, c'est la loi Elan avec le décret tertiaire qui nous oblige à réaliser 40% d'économie d'énergie sur nos sites. 40%, c'est beaucoup. Sachant que c'est à l'horizon 2030. À l'horizon 2030. Et c'est moins 50 en 2040, moins 60 en 2050. C'est très, très ambitieux. Pour faire ça, il ne suffira pas que de couper la lumière en partant le soir. Pour faire ça, on va devoir évidemment installer de la production électrique à terme. Réduire les consommations, comme on en disait tout à l'heure. Réduire les consommations, bien sûr, on le fait au plus qu'on le peut. Et ensuite, produire soi-même. Et ensuite, produire soi-même, ça sera probablement pour beaucoup le seul moyen d'atteindre ces objectifs très ambitieux à 2040 et 2050. Et pour produire, on vous donne une petite piste quand même. On vous dit, si vous voulez produire, ce sera avec des panneaux. Oui, aujourd'hui, on a guère d'autres solutions. Et là où on est aussi incité, c'est la loi énergie-climat qui date de 2019, qui prend d'ailleurs un éclairage particulier au travers du projet de loi Convention citoyenne, puisque le seuil des 1000 m² souhaite être abaissé à 500 m². Et donc aujourd'hui, dès que je construis, on en parlera probablement avec Vinci tout à l'heure, dès que je construis 1000 m², que ce soit du tertiaire, du primaire, du secondaire, donc ça n'est pas que le commerce d'ailleurs, je dois installer des panneaux photovoltaïques ou de la végétalisation, ce qui est assez compliqué. Et donc on est aujourd'hui sur le neuf, sur de l'installation de panneaux photovoltaïques de manière réglementaire. Donc on voit qu'il y a une nécessité économique et il y a aussi une nécessité réglementaire. Et évidemment, l'idée est de marier les deux. J'aimerais qu'on aille écouter Christophe Boutor. Je pense que la Philogue est, en tant que gestionnaire d'immobilier dans la logistique, vous avez les mêmes obligations. Comment se passe chez vous, du coup, le développement du photovoltaïque? Est-ce que vous arrivez à répondre à vos obligations réglementaires? Alors, on y arrive. Il y a eu des expériences depuis déjà pas mal d'années. Les premières centrales ont été réalisées sur des bâtiments logistiques fin des années 2010. Il continue à y en avoir un certain nombre dans le sud de la France, où, à mesure que l'économie des projets s'améliore et en parallèle de l'augmentation des contraintes réglementaires, on arrive à réaliser de plus en plus de centrales de façon quasi systématique sur les nouveaux bâtiments. C'est vrai sur les bâtiments de grande taille, de plus de 30 000 m², grosso modo. Après, ça change en fonction de la localisation et de l'orientation. C'est plus compliqué sur les bâtiments de plus petite taille. On peut faire des installations, j'allais dire, d'autoconsommation, comme on l'a vu dans le reportage, sur des bâtiments de plus petite taille, mais à ce moment-là, ça va rentrer
j'allais dire, dans le coût de revient global du bâtiment qui sera réalisé pour l'utilisateur. Si on veut y adjoindre des centrales qui vont produire de l'électricité pour la rebasculer dans le réseau, il faudra probablement avoir des équations économiques qui seront un peu adaptées pour les bâtiments plus petits, a fortiori plus on monte vers le nord de la France. On a une vraie problématique d'ensoleillement, on n'a pas le même ensoleillement à Marseille ou à Lille. Il y a d'ailleurs des discussions en cours à l'Assemblée nationale en ce moment pour cibler justement ces bâtiments plus petits, avec des centrales plus petites et proposer un coût d'achat un peu plus élevé. L'État travaille sur un tarif d'achat pour les plus petites centrales, je crois, pour du coup répondre aux enjeux de taille que vous évoquez. Donc finalement, vous êtes... Est-ce que pour vous, vous avez imaginé, vous avez calculé le potentiel que représentent vos bâtiments de logistique pour le PV et vous avez identifié le nombre de mètres carrés que ça représentera, ces nouvelles obligations ? La difficulté, si je raisonne que sur les grands bâtiments, et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas nous pour notre part au niveau du groupe PANAR, mais je pense que un grand nombre d'acteurs, même s'il y a quelques portes de sortie, comme on est sur des bâtiments réglementés avec un certain nombre de contraintes, on peut éviter le photovoltaïque, mais dans le mouvement qui se dessine, je pense que la quasi-totalité des acteurs vont installer des grandes centrales sur les plus grands bâtiments. Alors une des contraintes justement, comme on est sur j'allais dire une production de à peu près 1 million de mètres carrés, plus ou moins 20% selon les années, et qu'on couvre à peu près un tiers des bâtiments, puisqu'après il y a des lanterneaux, il y a des murs coupe-feu, donc on ne peut pas couvrir l'ensemble de la surface. On se retrouve sur des besoins de 250 à 300 000 mètres carrés par an, et une de nos, je ne sais pas si c'est une crainte, mais on est en train de regarder très fort ce sujet-là, parce qu'évidemment, pour avoir un bilan carbone raisonnable, il faudra avoir un sourcing français ou européen. Et avec ces volumes qui arrivent sur le marché, on se pose la question de savoir si l'industrie va être en capacité de servir tous les besoins sans importer massivement des panneaux qui seraient produits dans des zones plus éloignées et donc avec des bilans carbone beaucoup plus dégradés. Ça, c'est une question importante, le contenu carbone du panneau. Je me tourne maintenant vers Emmanuel Cos. Là, on a fait un petit état des lieux de la situation pour les bâtiments tertiaires, mais dans le logement aussi, il y a une politique de développement du PV. Au sein de l'USH, quels sont, à vos yeux, les critères de réussite pour une politique PV gagnante ? Est-ce que tous les feux sont au vert ou est-ce qu'il y a encore quelques petits ajustements qui vous permettraient, vous, en tant que gestionnaire d'immobilier, d'aller encore plus loin ? Alors, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que les bailleurs sociaux ont plutôt envie massivement d'intervenir dans ce segment et de se saisir des nouveaux systèmes qu'on a d'autoproduction, d'autoconsommation. Après, il y a pas mal de feux qui sont rouges, parce que notamment sur la réglementation, j'ai l'impression que pour obtenir une simplification, chaque chose, ça nous prend des années. Et comme vous le savez, il y a eu des évolutions réglementaires qui nous ont permis maintenant d'être personne morale organisatrice des opérations d'autoconsommation. Sauf qu'on a encore des décrets qui nous mettent en difficulté pour le faire, par exemple, puisqu'il faudrait recueillir le consentement de chaque locataire. Donc, on peut imaginer en fait qu'à chaque fois, on franchit une étape et à chaque fois, on est bloqué. Après, il y a des freins, et je pense à ce que vient de dire Christophe Bouter, qui est essentiel. C'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas une capacité à s'appuyer sur une filière qui est dans du sourcing français ou européen, on n'y arrivera pas. Moi, je le dis très sincèrement. Et ce que je crains, en tout cas en tant que bailleur social, nous, on ne peut pas prendre des mauvaises solutions. Le patrimoine dont on est propriétaire et qu'on gère, c'est du patrimoine qui reste dans nos sociétés. Pour certains, il est là depuis 100 ans, il a été réhabilité 1 fois, 2 fois, complètement régénéré. Donc nous, on est sur vraiment du long terme et on a besoin aussi dans notre stratégie énergétique d'être dans des choses de long terme, donc y compris pour répondre à la réglementation. Donc ça, c'est un des freins actuels. Et c'est vrai que je trouve qu'on est toujours un peu dans
comment dire, dans un débat qui est finalement pas tranché au niveau national, c'est qu'en même temps, on a besoin de décentraliser les lieux de production d'énergie, de développer les process d'autoproduction, autoconsommation. Et en fait, la réglementation, on n'a pas l'impression qu'elle est toujours d'accord avec ça. Alors, je le sais bien, puisque moi, c'est moi qui ai été au banc du gouvernement pour porter les premières évolutions législatives. Donc, je vois très bien contre qui j'ai dû me battre à l'époque, y compris au sein des administrations. Et voilà, je pense que le mouvement est malheureusement pas là. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que chez les opérateurs de logement social, chez les gestionnaires, il y a évidemment une volonté de faire beaucoup plus. Il faut aussi comprendre que pour nous, c'est pas simplement un moyen de répondre à la réglementation, notamment à venir carbone. C'est aussi apporter un nouveau service à nos locataires. Et donc, c'est aussi reprendre la main sur la question de l'énergie. C'est aussi dans notre manière de pouvoir assurer un service supplémentaire à nos locataires qui, comme vous le savez, les locataires du logement social ne sont pas des locataires riches. Donc, il faut aussi qu'on puisse leur assurer que tout ce qu'on va entreprendre ne va pas amener une augmentation des charges qu'ils ne seraient pas capables de suivre. Alors, la question des charges est très importante et je rebondis avec M. Soupiot de Vinci, parce que c'est en effet un élément important dans un projet immobilier. Donc, vous construisez et vous gérez tout un parc immobilier. Le PV, aujourd'hui, c'est quoi pour vous? C'est vraiment une solution que vous allez fortement développer, ou là aussi, vous estimez que tout n'est pas prêt, vous n'avez pas tous les outils en main pour y aller à fond? Alors, Vinci Immobilier oui. est un promoteur qui conçoit et vend et exploite une partie de ces bâtiments, mais n'en est pas propriétaire. Donc là, je pense que par rapport à ce qui était évoqué tout à l'heure par Emmanuel, il y a une différence fondamentale. Nous concevons des produits que nous vendons sur une chaîne de valeur qui est complètement différente. On vend soit des institutionnels pour le bureau, soit des personnes physiques pour le logement, et les institutionnels vont eux-mêmes louer et avoir un occupant. Donc, comme vous me parlez de charges, la préoccupation des charges, naturellement, tout le monde l'a, mais quand vous achetez un appartement, la première préoccupation que vous avez, c'est d'avoir la plus grande surface possible. Le sujet des charges est un sujet qui est assez secondaire. Or, c'est là-dessus que le PV peut jouer? Le PV pourrait jouer sur ça, mais dans une certaine mesure, dans une mesure relativement marginale à l'échelle d'une copropriété. Donc il n'y a pas forcément une appétence des acquéreurs, personnes physiques de résidentiel, à avoir du photovoltaïque sur leur immeuble. Pour ce qui est du tertiaire, nous vendons à un investisseur qui lui-même a un locataire. Le locataire, les charges sont évidemment quelque chose d'extrêmement important, mais là encore, la garantie que peut apporter un bailleur sur la diminution de charges liées au photovoltaïque est quasiment impossible. Donc, l'investisseur à qui on s'adresse n'aura pas la volonté particulière de développer du photovoltaïque. Si on lui propose, il le prend, mais il n'y a pas une recherche particulière. Donc, je pense que dans cette chaîne de valeur, le photovoltaïque ne s'impose pas comme une solution en termes d'énergie renouvelable. Mais je pense que là n'est pas forcément le plus grand sujet. Le plus grand sujet, c'est que nous travaillons sur des bâtiments, et à la différence de ce qu'évoquait tout à l'heure Christophe ou Franck, nos bâtiments sont de taille beaucoup plus modeste. Nous n'avons pas 10 000 m² de toiture, et nous sommes dans un environnement urbain. En façade, très peu de bâtiments sont développés avec du photovoltaïque de façade. On a fait de très beaux bâtiments. Saadi a fait un très beau bâtiment pour Emmaüs qui est splendide, mais on ne construit pas une ville avec des bâtiments de ce type-là. Et quand on veut développer du photovoltaïque en toiture, on a une vraie concurrence qui s'installe sur l'usage de la toiture. L'usage de la toiture, dans le résidentiel, il est partagé entre la volonté d'avoir un lieu de vie, maintenant, la volonté d'avoir de la végétalisation et une végétalisation que l'on s'approprie comme de l'agriculture urbaine, et puis après la volonté de mettre du photovoltaïque. Mais vous comprenez que les trois cohabitent assez peu et il faut faire des choix. Le choix du particulier aujourd'hui, il est plutôt d'avoir de l'agriculture et un lieu de vie plutôt que d'avoir du photovoltaïque. Alors comment faites-vous? Est-ce que vous arrivez à faire des installations PV sur des projets immobiliers? Alors, sur les projets immobiliers, sur les projets tertiaires, on en a sur quasiment toutes les opérations parce que nous devons, dans le cadre des recherches de certification que nous avons, nous devons avoir une somme, une valorisation d'énergie renouvelable. Ça s'inscrit dans les labels et les d'énergie renouvelable. Et donc, à ce titre, le photovoltaïque est une solution intéressante. Mais
il y en a bien d'autres. Et là, le photovoltaïque est en concurrence avec d'autres solutions. Et l'équation, on va dire, on va parler chiffres, l'équation économique est-elle au rendez-vous? Non, objectivement, non sur la chaîne de valeur dans sa globalité, puisqu'on raisonne sur des temporalités qui ne sont pas les mêmes que celles du logement social, puisque nous avons des acquéreurs qui ne seront pas forcément propriétaires pendant 30 ou 40 ans. Donc pour eux, le rendement immédiat est ce qui les préoccupe le plus que le rendement à long terme. Et alors qu'est-ce qui ferait pour vous quelle est l'incitation qui vous conduirait qui peut faire bouger les lignes? Les lignes vont de toute façon bouger, forcément, puisque la nouvelle réglementation, plus c'est moins, nous amène à avoir encore plus d'énergie renouvelable dans nos opérations. Donc là, il est clair que c'est quelque chose qui va favoriser toutes les sources d'énergie renouvelable, dont le photovoltaïque. Je dirais que par contre, le photovoltaïque est une source d'énergie renouvelable à laquelle on attache quand même un petit handicap, c'est que nous avons en même temps une recherche de qualité bas carbone, on recherche les bâtiments qui ont la consommation de carbone les plus faibles possibles, et le photovoltaïque n'est pas la solution en termes d'énergie renouvelable la plus vertueuse. Et ça, c'est inhérent au process. Si on va chercher de l'énergie renouvelable dans une nappe en sous-sol, on comprend que le bilan carbone est largement plus positif que celui du photovoltaïque. On en revient à ce bilan carbone. Donc on revient au bilan carbone, et aujourd'hui, je pense que dans les opérations que nous montons, on doit en parallèle apprécier deux choses. C'est la massification de l'énergie renouvelable que l'on doit avoir sur nos opérations, et d'un autre côté, minimiser le bilan carbone du dossier. Franck Cherton, je vous voyais acquiescer, vous partagez les inquiétudes, la part importante du poids carbone dans l'équation? Oui, bien sûr, c'est indéniablement un sujet qui va être en concurrence du sujet énergétique, et on va devoir optimiser les deux en même temps. Ce ne sera pas forcément toujours évident. Quand bien même, on a vu le contexte réglementaire, pour le coup, est porteur et va l'imposer. Donc on sait qu'on sera peut-être devant quelques quadratures du cercle qu'on aura du mal à résoudre. Mais je pensais plutôt, pour rebondir sur le côté économique, on est aujourd'hui sur des ROI, il ne faut pas se mentir, qui sont autour de 12-15 ans. 12-15 ans, c'est très long. Ce sont des ROI qui sont longs. Ça veut dire qu'il faut derrière une démarche patrimoniale, il faut derrière une démarche réglementaire. Encore une fois, elle est dedans, mais je le disais tout à l'heure, le sujet démarrera vraiment fort quand économiquement on sera sur un sujet qui amènera des ROI meilleurs. Donc un ROI meilleur, il y a deux façons de le faire. Soit les prix baissent, je ne sais pas s'ils baisseront énormément, soit le prix de l'électricité augmentera. Et ça, c'est à peu près certain. Ça, c'est plus certain. Voilà. Donc on sait que le ROI va s'améliorer, ça on le sait. Mécaniquement. Et mécaniquement, à quelle échéance, on ne le sait pas exactement. Mais le ROI peut s'améliorer aussi en levant certains freins. Oui. Et lorsqu'on a préparé la table ronde, je ne sais pas si vous voulez que on parle maintenant des freins, mais il y a effectivement des freins qui font qu'aujourd'hui, on réduit involontairement la taille des installations par des contraintes réglementaires, alors que nous pourrions développer des installations un peu plus grandes et améliorer en cela le ROI. Alors pourquoi c'est restreint? Alors la réponse est assez simple, c'est qu'on a aujourd'hui, et c'est un message que je souhaite d'ailleurs passer, et je me tiens à la disposition de groupes de travail, si on peut lancer ça avec le CER ou avec d'autres, j'en serais vraiment très intéressé, c'est qu'on a aujourd'hui un vrai problème sur le raccordement. On a un vrai problème sur la réinjection. Et je ne veux pas casser l'ambiance, mais pour préparer cette table ronde, donc j'ai visité un magasin Lidl, puisque c'est son nom, à Chilly-Mazarin, qui est à peu près identique au magasin Lidl de Fenouillet que vous avez filmé. Malheureusement, je dois bien vous annoncer que la moitié de l'installation aujourd'hui est hors service. Pour quelle raison? Elle est hors service parce que le site n'a pas réussi à intégrer de manière conforme avec Enedis la réinjection de la part non autoconsommée sur le réseau. Et donc aujourd'hui, le site se limite à la part autoconsommée, mais à brider la moitié de son installation. Et donc on a une installation qui sert qu'à moitié. C'est malheureusement bien dommage d'en arriver là. Et malheureusement, ce n'est pas un cas à part. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de sites aujourd'hui sur lesquels on a dimensionné par la force des choses, une installation plus petite
qui correspond au talon minimal de consommation du dimanche, alors qu'on a des besoins qui peuvent être plus importants. Tout ça pour ne pas avoir à gérer le problème de réinjection sur le réseau existant. Donc on a une vraie question, et ce n'est pas un procès d'Enedis, absolument pas, on travaille bien avec eux, mais il y a là des problèmes réglementaires, Emmanuel Cos en parlait. Oui, ça fait écho à ce que disait Madame Cos tout à l'heure. Aujourd'hui, ça prend des semaines, ça prend des mois pour... et le magasin de Fenouillet, il a ouvert au mois de février 2020. On est au mois de janvier 2021. Le site n'est toujours pas raccordé. Celui de Fenouillet? Non, celui de Fenouillet. Celui de Toulouse, celui que vous avez montré en film, en introduction. Donc, vous voyez, c'est très dommageable. Et on a là, je crois, un vrai frein à lever qui consiste à rendre facile la connexion au réseau, la réinjection sur le réseau, qui permettra de ne pas se limiter dans le dimensionnement des installations et de faire des installations un peu plus grandes, pas forcément tellement plus grandes, mais plus grandes, et donc plus rentables. Madame Cos, ça fait directement écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous constatiez aussi ce problème de délocalisation d'énergie. Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait avancer un peu plus vite sur cette question? Mais déjà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'à un moment, il faut que le pouvoir politique assume ses choix. Donc, si on va vers une décentralisation de la production d'énergie, ça veut dire qu'on simplifie tous les enjeux réglementaires de raccordement, d'injection, et qu'on permet à des initiatives d'exister. Et je pense que ce débat n'est toujours pas tranché, en fait. On a gagné des petites victoires avec l'ensemble du secteur des énergies renouvelables depuis plusieurs années pour commencer à pouvoir faire ça. Et ce que je trouve assez dommageable, c'est qu'il y a il y a aujourd'hui des entreprises, on le voit bien là, des bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers, tout le monde a envie de participer à ce mouvement de production d'énergie renouvelable. On réfléchit tous à l'usage de nos toitures ou de fonciers dégradés pour essayer de répondre à des enjeux sur la production d'énergie renouvelable. Mais à côté de ça, en fait, on a énormément de freins pour pouvoir le faire en vrai. Et moi, sincèrement, je veux qu'on sorte de l'expérimentation. Si je me bats et je pousse à peu près les 60 bailleurs sociaux, les 600 bailleurs sociaux en France à faire de la production d'énergie renouvelable, il faut que je puisse leur démontrer que ça peut fonctionner et qu'on ne doit pas être dans des négociations trop longues et qu'on n'a pas une incertitude réglementaire. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des groupes de travail, il y a des évolutions, mais si on doit, à chaque fois qu'on négocie avec la DGEC, attendre 3 ans pour avoir une avancée sur un sujet, ça veut dire que dans 10 ans, on sera au même stade. Ce qui est assez paradoxal parce que de l'autre côté, ça a été dit, on a quand même l'arrivée de la RE 2020 qui va poser des jalons extrêmement difficiles à atteindre par ailleurs sur la construction neuve. On a des exigences des communes pour avoir des programmes de réhabilitation de logements beaucoup plus vertueux sur ce sujet-là, mais on n'y arrive pas. Donc voilà, ça c'est une des premières choses. La seconde, c'est aussi, ça a été dit, il faut qu'on se pose à chaque fois la question de pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. C'est-à-dire, quand on veut participer à des opérations de production d'énergie renouvelable, on le fait, là je le passe en tant que bailleur social, on le fait pourquoi ? Pour essayer de participer à un mouvement national de la production d'une énergie plus propre, ou est-ce qu'on le fait pour que nos locataires puissent bénéficier de cette énergie à des prix qui soient corrects? Je vous dis ça parce que la dimension économique, elle reste importante, et évidemment. Ça a été dit, mais on a parfois des grosses incertitudes sur les coûts de maintenance à 15 ans, sur la fiabilité des solutions qui vont nous être proposées. Donc c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, comme les bailleurs sociaux ne sont pas des acteurs de l'énergie, hein, on a évidemment des quelques savoir-faire, mais ce n'est pas notre métier principal, heureusement. On a aussi du mal à prendre des risques ou à se lancer et à s'appuyer sur les bons acteurs. Et donc, c'est aussi pour ça qu'avec d'autres acteurs de l'énergie renouvelable, on a lancé des initiatives. Je pense notamment à Sol Solidaire, qu'on a lancé l'année dernière. Mais il faut absolument que nos mondes se rapprochent aussi pour qu'on puisse justement avoir des projets concrets et qu'on sorte simplement de quelques initiatives qui sont évidemment vertueuses, formidables à raconter, mais qui ne permettent pas la massification des solutions sur le sujet. Christophe Boutor, est-ce que vous partagez cette analyse et quels seraient, vous, les messages que vous voudriez passer aux acteurs de la filière et à tous ceux qui écrivent la réglementation? Voilà, qu'est-ce qui simplifierait la vie de vos projets photovoltaïques?
Oui, je partage tout à fait le diagnostic. Quelque part, c'est le même diagnostic avec un prisme un peu différent. Quand je vous disais tout à l'heure, en fonction de la taille des bâtiments, on n'a pas les mêmes economics, on n'a pas les mêmes équations. Nous, très clairement, sur les gros bâtiments, on va devenir producteur d'énergie sur des centrales significatives. Et ça, je pense que c'est un très gros plus. Comme on fait des bâtiments qui font plusieurs terrains de foot, ce serait quand même dommage de ne pas en profiter, sachant qu'il n'y a pas d'autres usages, comme on l'a vu, que pour le résidentiel, avec des usages en compétition. Par contre, la question, ça va être, pour le coup, est-ce qu'il y a la filière derrière, en termes de production des panneaux, pour avoir un bilan carbone de ces panneaux qui soit satisfaisant, parce que c'est une chose de vouloir produire de l'énergie renouvelable, il faut qu'elle se fasse dans une équation bilan carbone qui soit raisonnable, et ça c'est la dualité qui était évoquée tout à l'heure. Et puis oui, je partage beaucoup sur les petites installations. Moi, ma grosse crainte, c'est que à multiplier les installations, on va multiplier les points de raccordement quand on ne parle pas d'autoconsommation. On va assez vite, même sur des petits bâtiments de 2000, 3000 m², on va vite avoir des problématiques d'inadéquation entre le besoin des utilisateurs du bâtiment et la capacité à produire, donc des questions de raccordement. Et une de mes craintes, c'est que pour des obligations réglementaires et des objectifs louables derrière ces obligations réglementaires, on risque d'avoir toute une partie de la production de futurs bâtiments où il va y avoir des installations photovoltaïques prévues et faites, mais qui ne vont pas être branchées. On va vouloir cocher la case de on remplit les obligations réglementaires, mais concrètement, l'effort à faire ou l'équation à mettre en place pour que ça soit branché sera trop compliqué. Et donc ça, je pense que c'est un vrai enjeu. Et par ailleurs, on a besoin aussi d'un peu un dernier message à passer, de lisibilité. Nous, vous savez que pour les grosses centrales, on passe par les appels d'offres à la creux. Tout ça, on doit le mettre dans le planning de réalisation d'une opération, sachant que comme on doit installer une centrale quand on a obtenu une tarification creux, dans les 12 mois de cette tarification, ça ne fonctionne pas parfaitement avec le timing de réalisation des immeubles. Donc en fait, il faut lancer les immeubles avant d'avoir fait des appels d'offres creux. Donc concrètement, de savoir si on a une solution ou pas tarifaire qui fait fonctionner le bilan économique de la centrale qui est sur la toiture. Et par exemple, rien que pour 2021, vous voyez, aujourd'hui, on est mi-janvier, on n'a toujours pas les dates d'appel d'offres creux pour l'année qui arrive. Alors, je vous propose de conclure et de s'arrêter là pour aujourd'hui. On retiendra en tout cas tous les messages que vous avez souhaité faire passer. Cohérence entre les objectifs réglementaires, l'incitation réglementaire et, dans les faits, la réglementation dans le détail jusqu'au raccordement et pour que l'équation économique des centrales reste cohérente. Et puis, visibilité, programmation pour que des industriels et des porteurs de projets tels que vous puissiez aller au bout de ces démarches. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci à tous nos invités de cette matinée. Je vous rappelle que vous, professionnels, vous avez un après-midi de travail, un après-midi de networking. Alors je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci messieurs.